Oui, bonjour à tous. Voilà, on se retrouve pour une petite vidéo que j'ai appelée questions-réponses et fourre-tout. Ça fait suite aux commentaires et questions que j'avais eues sur les deux précédentes vidéos, qui à ce sujet ont fort bien fonctionné, hein. Vous avez l'air d'apprécier cette nouvelle formule. Donc il ne faut pas hésiter à mettre vos petits pouces vers le haut, ne pas hésiter à commenter et à vous abonner en appuyant sur le petit bouton ici. Ce sera sympa, ça fait toujours plaisir, merci. Oui, donc nouvelle version de vidéo. On va encore un peu changer d'optique dans les prochaines semaines parce que bon, il n'y a plus grand chose, on va plus ouvrir les caisses. Donc il n'y a plus grand chose à voir en direct des manips. Ce que je ferai, c'est des vidéos parlées. J'ai acheté un micro d'ailleurs à ce sujet-là. Rien que pour vous les petits abonnés. Donc on fera des vidéos commentées, des genres de petites capsules sur certaines techniques de l'apiculture. Et j'essaierai de vous mettre un peu des vidéos d'archives pour ne pas avoir une image statique, que ça soit un peu distrayant quand même, dans mes gigas d'archives. Donc voilà, on va essayer de faire ça. En plus il fait dégueulasse, on ne sait même pas aller dehors, il pleut sans arrêt ici depuis plusieurs jours. Donc voilà, c'est un concept que je vais essayer de vous faire pour cet hiver. En plus je suis pas très mobile avec le problème de dos, donc ça tombe bien, je vous ferai des vidéos en direct de mon fauteuil. Voilà, donc c'est parti, je vais me mettre à l'abri parce qu'en plus il commence à pleuvoir. A tout de suite. Alors, la première question, c'était notre amie Violaine qui me demandait mon retour d'expérience sur l'utilisation des cagettes Scalvini. Alors, pour rappel, l'encagement des rennes en cagette Scalvini ou autre, hein, il existe plusieurs modèles, consiste à empêcher la reine de pondre dans la colonie pendant une durée idéalement de 24 jours. Comme ça, on n'a plus de couvain mâle non plus. Tout en gardant une certaine quantité de phéromones royales dans la colonie. Alors il faut savoir que dans la cagette Scalvini, le fond est alvéolé et la reine peut continuer à pondre, donc pas trop de diminution de phéromones royales. Et la hauteur de la cagette empêche le développement complet des larves de nymphes. N'ayant pas assez de place en hauteur pour se développer, les ouvrières nettoient régulièrement les alvéoles et la reine peut repondre, et ainsi on a juste de la ponte dans cette petite cagette et pas dans l'entièreté de la ruche. Le but du jeu, c'est d'avoir une colonie sans couvain, donc avec tous les varroa phorétiques, ce qui permet de les atteindre avec des produits comme l'acide oxalique, qui n'agit pas dans le couvain pour rappel. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les Scalvini? Moi, je n'ai pas eu de perte. Je n'ai eu aucune perte, j'ai essayé sur une dizaine de colonies de production, donc pendant 24 jours, je n'ai pas eu de perte de reines, je n'ai pas eu de cellules de sauveté, mais à la libération, je n'ai pas remis les reines qui étaient encagées, donc j'ai traité et j'ai remis des reines de cette année en remplacement, qui ont été parfaitement acceptées, j'ai eu 100% de réussite. C'est pas étonnant parce que bon, évidemment la colonie était sans couvain et toujours en présence de phéromones royales, ce qui est vraiment le cas idéal. Ça, j'en reviendrai dans une prochaine vidéo sur les introductions de reines. Je sais que certaines personnes ont eu des problèmes de remplacement de reines mortes, de cellules de sauveté par déplacement d'œufs par les ouvrières hors de la cage. Donc voilà, les avis sont mitigés. Moi je suis content, il faudra évidemment confirmer l'année prochaine si c'est toujours aussi positif. Seul point négatif que je vois pour l'instant, c'est que c'est très chronophage. Il faut chercher les reines, il faut faire les découpes pour mettre la cage, il faut encager, il faut libérer, il faut traiter. Donc pour ceux qui ont 3 ou 4 ruches au fond de leur jardin, c'est bon, mais pour les pros et ceux qui ont un nombre assez conséquent de colonies, c'est vraiment, ça devient vraiment beaucoup de manipulation. Alors question suivante, c'est une question de Christophe qui me demandait si l'hivernage sur le lierre ne posait pas de problème. Et éventuellement parler du blocage de ponte
que ces mielés tardifs peuvent occasionner dans la ruche. Alors le lierre, il n'y a pas de souci, hein, c'est un bon apport de miel. C'est un miel qui cristallise assez vite, mais ça permet d'avoir de bonnes réserves pour les abeilles, mieux que le sirop évidemment. Donc ça, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, le problème de blocage de ponte, oui, ça peut arriver. Il y a quand même certaines colonies qui ne gèrent pas trop les entrées et qui blinde complètement tous les cadres avec le miel de lierre, et du coup la reine n'a plus de place pour pondre. Normalement les abeilles savent gérer ça, elles gardent toujours de la place sans suffisance, mais certaines colonies, c'est vrai, peuvent un peu déconner et trop remplir. Donc dans ce cas-là, on peut peut-être enlever 2 ou 3 cadres en milieu de ruche et les remplacer par des cadres bâtis vides. Maintenant, c'est comme je vous dis, hein, les abeilles normalement gèrent ça. Si elles ont blindé la ruche de miel, c'est qu'elles considèrent que leurs abeilles d'hiver sont faites et qu'elles n'ont plus besoin de faire trop de couvains. Bon, maintenant, voilà, si c'est pour vous rassurer, autant enlever des cadres pleins et les remplacer par des cadres vides, ça ne fera pas de tort. Oui, ensuite on avait Sylvain, je pense, qui me demandait concernant les distances à respecter lorsqu'on déplace des ruches en saison, si en montagne c'était la même distance de 3 km. En montagne, souvent les distances sont un peu moindres. D'ailleurs, on utilise des vallées isolées comme station de fécondation, justement parce que les abeilles ne savent pas franchir des barrières montagneuses suffisamment élevées. Surtout en début de saison, quand les sommets sont encore enneigés, les abeilles ne passent pas. Donc c'est tout à fait possible, même si ça butine déjà dans la vallée, de changer les ruches de versant. Passer de l'autre côté des crêtes, même s'il n'y a pas 3 km, ça, il n'y aura pas de souci normalement, hein. Donc maintenant, j'habite pas à la montagne, je connais bien la montagne, mais j'y habite pas. Je pense que c'est tout à fait envisageable que les distances soient un peu moindres dans ces biotopes-là. Alors ensuite, on avait David qui me demandait un peu les critères d'implantation d'un rucher. Donc ici je vais parler pour les gens du Nord évidemment, hein, parce que moi je suis en Belgique, je ne connais pas la situation du sud de la France. Ici il faut éviter les fonds de vallée qui sont souvent humides et sombres. Éviter aussi les crêtes qui sont un peu trop venteuses. Donc l'idéal c'est le milieu de pente, le milieu de coteau. Exposé est-sud-est, c'est important que les abeilles voient le soleil et la forte luminosité dès le matin. On gagne plusieurs heures de butinage comme ça. Ce qu'il faut éviter, moi j'en vois plein ici qui ont des ruchers couverts complètement à l'ombre sous des arbres. Pour moi ça c'est vraiment une situation qui ne donnera pas une ruche performante, hein. Ça peut aller du simple au quadruple, ça j'en suis persuadé. Une ruche chez nous doit être au soleil tout le temps, hein. Ça c'est vraiment une condition pour faire du miel, c'est le soleil, hein. Et c'est pas pour les 3 jours où les ruches vont avoir un peu chaud sur l'été qui vont changer quelque chose. Vaut mieux 3 jours un peu trop chaud que 6 mois trop froid et humide, hein. Donc ça vraiment c'est très très important. Ensuite j'avais Véro et Arnaud, entre autres, qui m'avaient demandé ce que je pensais des ruches plastiques Nico. Oui, moi j'ai débuté, j'étais tout en bois, en dadant 12 cadres. Je trouvais ça fort lourd, j'ai horreur des travaux de peinture, donc dès que j'ai eu possibilité d'avoir des ruches Nico, j'ai eu une période de transition où j'avais la moitié des colonies en ruche plastique et la moitié en ruche bois, pour faire la comparaison. Et mes conclusions, c'est que je ne reviendrai jamais plus au bois, hein. Alors, les raisons principales, c'est le poids, le plastique est beaucoup plus léger. Et ensuite, le gros point fort, c'est la standardisation du matériel. Ça, c'est vraiment, ça fait gagner un temps fou, hein. Avant, j'avais des ruches, malgré que c'était toutes des dadans 12 cadres, j'avais certaines hausses qui n'allaient pas sur certaines ruches. Enfin, je perdais un temps fou avec ça. Donc voilà. Donc le seul désavantage, c'est de subir les critiques des pseudo-écolos qui diabolisent le plastique, qui disent que c'est pas naturel, que c'est pas respecter les abeilles de les élever et de faire du miel dans des dérivés de pétrole. Mais bon, voilà, moi c'est une apiculture qui me réussit.
Je n'en changerai pas, je n'oblige personne à... Si vous préférez le bois, c'est votre choix, il n'y a pas à critiquer là-dessus. Moi je préfère le plastique, je trouve ça beaucoup plus pratique. C'est du plastique alimentaire, il n'y a aucun résidu. Et c'est franchement très stable dans le temps, hein. Ça, il n'y a vraiment pas de problème, ça ne se dégrade pas. Ça fait des années que j'en ai, rien. Vous voyez, tout le monde, c'est ça, le plastique c'est fantastique. Et pour terminer, on avait une question de Nathalie qui me demandait, quand la ruche SM et que je récupère l'essaim, si je dois le poser à côté de la ruche ou à 3 km de la ruche d'origine. Elle voulait savoir si les butineuses reviennent dans ce cas à la ruche d'origine ou bien si elles l'ont quitté pour de bon et n'y reviendront plus. Oui, l'essaimage, c'est une très bonne question. Ça, l'essaimage, c'est un cas particulier. Certaines abeilles reviendront à la souche, mais la plupart, en fait, se déprogramment et donc doivent refaire un nouveau vol d'orientation le lendemain ou le surlendemain de l'installation dans la nouvelle ruche. Mais la ruche peut être vraiment à côté de la ruche d'où l'essaim est parti, hein. Ça, il y a vraiment une déprogrammation, une reprogrammation de l'orientation à ce moment-là, hein. Donc, ouais, ça c'était une très bonne question. L'essaimage, c'est vraiment le cas particulier, hein. Ça reste un peu mystérieux, ce processus. Et c'est ce qui rend l'apiculture aussi magique, hein. Ça c'est super. Voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à me donner vos remarques. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, ce sera sans doute sur ma méthode d'introduction de rennes. Voilà, je vous laisse, à bientôt, ciao ciao.